L'autre tradition de cette cérémonie, c'est d'entendre d'anciens étudiants, en l'occurrence d'anciennes étudiantes de la faculté, qui vont nous parler de leurs travaux. La première des deux oratrices, c'est Madame Béatrice Lovy, qui est comme moi issue de la fuite des cerveaux de l'arc jurassien. Après une maturité fédérale littéraire au gymnase cantonal de Porrentruy, Béatrice Lovy a obtenu en 2005 une licence en histoire de l'art à l'Université de Lausanne. Elle a travaillé ensuite pour diverses institutions culturelles et muséales romandes. En 2009, elle est devenue assistante au Centre historique et de la culture, ici même à la faculté. Et elle a participé notamment au développement de Lumière.Lausanne, une plateforme numérique sur les lumières dans le Pays de Vaud, dont elle est toujours la coordinatrice scientifique. Elle a aussi été coordinatrice de l'école doctorale romande sur le XVIIIe siècle. Elle a rédigé ou édité une vingtaine de publications, livres et articles, dont une moitié en lien direct avec son sujet de thèse, dont vous allez découvrir bientôt le contenu. Elle a co-dirigé aussi en octobre dernier un colloque intitulé « Théâtre et société en Suisse romande de la fin de l'Ancien Régime à l'entre-deux guerres ». Membre de plusieurs comités d'associations culturelles et savantes, elle préside depuis 2017 la section vaudoise de patrimoine suisse, ce qui n'est pas la moindre des tâches. Elle a découvert son sujet de thèse à l'occasion d'une exposition montée en 2006 à l'Opéra de Lausanne qui commémorait les 250 ans de la naissance de Mozart et son passage à Lausanne quand il avait 10 ans. Et je lui cède la parole pour nous parler de sa monumentale thèse. Au printemps 1757, un notable d'Yverdon-les-Bains, Jean-Georges Pilichaudy, écrit dans son journal ces quelques lignes. La postérité ne manquera pas d'apprendre que le célèbre Voltaire, retiré en Suisse, a représenté sur la fin de ses jours en mars 1757 à Lausanne, chez Monsieur le Marquis de Gentil, sa tragédie de Zaïre et son enfant prodigue, avec une autre pièce nommée Fanime, qui n'a point encore vu le jour de l'impression. On est accouru de différents endroits à ces représentations, mais la difficulté d'y avoir entré a rebuté et même piqué bien des personnes. Pilichaudy, qui rapporte les faits sans y avoir assisté, évoque un événement qui marque un tournant dans la vie théâtrale du Pays de Vaud. La grange du domaine de Montrepos, transformée en salle de spectacle privée, accueille en 1757 puis en 1758 l'illustre philosophe français qui était alors connu du grand public grâce à ses tragédies et comédies, oublié de nos jours, mais dont le succès était européen tout au long du XVIIIe siècle. Le dramaturge se produit en compagnie de plusieurs nobles locaux devant un parterre prestigieux composé de membres de l'élite vaudoise triés sur le volet, de plusieurs patriciens genevois et bernois, mais aussi d'étrangers de renom de passage à Lausanne. Les spectacles de Montrepos, immortalisé ici sur une boiserie qui orne le salon du château de Mézery, non loin d'ici, marque certes un jalon important dans l'histoire culturelle du chef-lieu. Cependant, réduire l'histoire du théâtre vaudois à cet épisode exceptionnel, comme l'a fait l'historiographie, c'est en donner une vision très partielle et passer sous silence l'implication de nombreux Vaudois et Vaudoises qui se sont pleinement appropriés ce divertissement, en particulier pendant la seconde moitié du XVIIIe. L'écrivain vaudois Juste Olivier, avec son article fondateur « Voltaire à Lausanne » paru en 1842, a biaisé, sans le vouloir, l'historiographie vaudoise pendant plus de 160 ans. Témoignant d'une amnésie générale à l'égard de la vie théâtrale au siècle des Lumières, les propos d'Olivier sont révélateurs du discrédit dont souffrira longtemps encore la littérature dramatique romande, les pièces imprimées étant sporadiques et considérées de qualité relativement médiocre. Dans le sillage de Juste Olivier, les historiens ressasseront jusqu'à aujourd'hui le constat d'absence d'une littérature dramatique vaudoise et donc d'une vie théâtrale digne d'intérêt, bien trop tributaire du modèle français et dont Voltaire deviendra bientôt l'unique incarnation. Mon travail de thèse souhaitait précisément casser ces préjugés hérités du XIXe et démontrer l'intérêt de se pencher de manière approfondie sur un tel sujet.
Dès les débuts, mon ambition était d'aborder le théâtre lausannois sous toutes ses facettes et de le considérer comme un phénomène à la fois littéraire, culturel et social. Situé aussi à la croisée de l'histoire politique, économique et religieuse, cette étude s'intéresse tant aux acteurs qu'aux spectateurs, au répertoire joué, écrit et lu, aux lieux de spectacle privés et publics, à l'implication des autorités politiques et religieuses, aux rapports de pouvoir complexes que cristallise le théâtre, à ses multiples codes sociaux à respecter, aux débats moraux et philosophiques qui ont nourri les discussions pendant tout le siècle, et enfin aux différentes manières de s'approprier un divertissement si peu anodin en terre protestante helvétique, en un mot si étranger. Plusieurs travaux ont déjà démontré que Lausanne a été au cours du XVIIIe siècle un centre culturel et intellectuel important qui a rayonné bien au-delà des frontières vaudoises. Ce rayonnement est d'autant plus remarquable si l'on considère la petite taille de la ville qui était de 7000 habitants. Quoique pratiqué de manière irrégulière, le théâtre, aussi bien amateur que professionnel, a tenu une place non négligeable parmi l'offre culturelle du chef-lieu vaudois dans la seconde moitié du XVIIIe. Il a clairement contribué à augmenter sa réputation et son attractivité. Je ne citerai ici que 3 des principaux constats qui ont pu être mis en évidence dans ma thèse. En premier lieu, le fait que le théâtre, et particulièrement le théâtre dit de société, joué par la noblesse locale, est un important facteur de cohésion à la fois familiale et sociale. Familiale d'abord, car les troupes sont composées de membres de la parenté proche et éloignée. Destinées à un cercle restreint, les pièces de circonstance font allusion aux divers membres de la famille ou aux amis intimes présents sur scène ou parmi le public. Le théâtre d'éducation, destiné aux enfants, contribue aussi à renforcer cette cohésion familiale. Sociale ensuite, car il redéfinit sans cesse les relations entre les membres de l'élite vaudoise. Ce n'est pas un hasard si les spectacles, et notamment ceux de Montrepos, ont généré autant d'écrits parvenus jusqu'à nous. Correspondances, journaux personnels, affiches, articles de presse, vers satiriques et chansons sont autant de témoignages de leur impact dans la société. Jouer dans une pièce ou organiser des spectacles, c'est se mettre en évidence non seulement sur le devant d'une scène, mais aussi au sein du microcosme social lausannois. Le théâtre est pleinement investi comme un espace de représentation. En deuxième lieu, il faut souligner le rôle très actif des femmes dans la vie culturelle lausannoise. L'étude du théâtre de société met en évidence le fait qu'elles sont très souvent à l'origine de l'initiative, choisissent les pièces, distribuent les rôles, organisent les répétitions, accueillent les spectacles dans leur salon. Les Lausannoises, aussi bien épouses, veuves que jeunes femmes en âge de se marier, se sont particulièrement distinguées dans ce genre d'exercice au vu de leur excellente réputation dont elles jouissaient auprès des étrangers. Le théâtre devient pour ces femmes de l'élite non seulement un espace d'expression privilégié où elles peuvent faire valoir leur talent littéraire et d'actrice, mais aussi un moyen d'exercer un certain pouvoir au sein de leur cercle social. Leur influence a cependant rarement franchi cette limite et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ces femmes ont été oubliées de l'histoire. Le dernier élément à relever est le positionnement toujours ambigu des Vaudois par rapport au modèle français. Tout au long du siècle, le théâtre a été un élément perturbateur, provoquant sans cesse un double mouvement, composé à la fois de fascination et d'enthousiasme d'une part, de méfiance et de rejet d'autre part. Ce rapport ambigu, qui n'est de loin pas propre au Pays de Vaud ni même au XVIIIe siècle, est à replacer dans le contexte plus général des relations franco-suisses complexes et de la difficulté pour la Suisse romande à se démarquer de son voisin si envahissant d'un point de vue culturel et littéraire. Les sceptiques rappellent régulièrement que le théâtre est étranger au peuple suisse et à ses valeurs républicaines.
Son altérité est d'autant plus grande qu'il est favorisé et soutenu par de riches étrangers de passage qui exercent une pression auprès des autorités politiques et que le répertoire joué est quasi dicté par Paris. Et ce sont précisément ces réticences à l'égard d'un divertissement incarnant si bien la nation française qui se sont renforcées au début du XIXe siècle, au moment où Suisses et Vaudois tentent de se créer une identité qui leur est propre. Ces réticences ont fini par occulter une partie du passé culturel vaudois et ont fait tomber dans l'oubli ce petit âge d'or du théâtre lausannois dans lequel j'ai eu tant de plaisir à me plonger. Je vous remercie de vous attention.